Dans Brume littéraire, on a déjà pris la mer avec Stevenson et l'île au trésor. On a traversé les terres en calèche avec Madame Bovary. On est même parti sous la mer avec Jules Verne. Mais aujourd'hui, on prend la route. On va faire du stop, monter dans des voitures, dans des bus, et aussi, on va traverser un continent entier. Bienvenue dans un des livres les plus mythiques du XXe siècle. Bienvenue dans Sur la route de Jack Kerouac. I first met Dean in New York. I was a young writer trying to take off. With the coming of Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road. Dans cet épisode de Brume littéraire, on va découvrir de quoi parle ce livre, comprendre pourquoi il est devenu culte et explorer les idées qu'il transporte. On va suivre 3 grands road trips aux côtés du narrateur Sal Paradise et de son ami magnétique Dean Moriarty. Et au fil des kilomètres, on va croiser bien plus que des paysages. On va rencontrer l'esprit d'une génération de rêveurs, d'errants, d'écrivains. La Beat Generation. On y reviendra un peu plus tard. Sur la route, c'est un roman culte, un récit à mi-chemin entre le journal de bord et l'improvisation littéraire. Alors dans cet épisode, je vais vous raconter ce livre, ses personnages et les histoires, parfois réelles, qui se cachent derrière ces pages les plus folles. Alors, sans plus attendre, on ouvre le livre et on embarque pour le premier road trip. Il est minuit passé quand Sal Paradise claque la porte de l'appartement de sa tante à Paterson, dans le New Jersey. Il a $50 en poche, une valise légère et une certitude floue. Il doit partir. Il ne sait pas exactement vers quoi ni pourquoi à ce moment précis, mais il sent qu'il faut bouger, que quelque chose l'attend là-bas, quelque part sur la route. C'est ça, le point de départ. Pas une intrigue, juste une impulsion. Il traverse les États-Unis comme on traverse un rêve. En bus, en stop, les nuits sont longues, les haltes incertaines. Il dort mal, mange au hasard, parle avec des routiers fatigués, des types étranges et des âmes en transit. Une fois arrivé à Denver, il retrouve Dean Moriarty, Carlo Marx et ce cercle d'amis qui parlent fort, qui brûlent fort et qui veulent tout vivre tout de suite. Il y a des fêtes, des excès, une virée dans la ville fantôme de Central City. Mais l'appel de l'Ouest est encore plus fort. Sal alors continue. Il arrive à San Francisco, s'installe chez Rémi Boncoeur, un type fantasque qui partage un appartement avec sa copine. Rémi lui trouve un boulot de veilleur de nuit dans un camp de marins. Mais rien ne colle, le travail l'ennuie et la ville l'épuise. Alors il s'en va, encore. Et c'est sur la route de Los Angeles qu'il rencontre Terry, une jeune Mexicaine, douce, un peu perdue, et ils partent ensemble à Bakersfield, puis à Sabinal. Là-bas, ils découvrent la lenteur, le travail dans les champs, les repas en famille. En fait, tout le contraire de ce qu'il avait trouvé sur la route. Et il essaye, vraiment, de rester, de travailler, de s'ancrer. Mais il sait que c'est pas pour lui, pas encore. Alors, il repart, il laisse Terry, prend un bus vers Pittsburgh, puis fait du stop jusqu'à Times Square. Et quand il rentre chez sa tante, Dean était passé 2 jours avant. Il se sent manquer de peu, comme 2 comètes mal coordonnées. Voilà donc le premier road trip. Il n'a pas changé sa vie, mais il a fait quelque chose d'essentiel, que ce soit pour le livre ou pour la vie de Sal. Il l'a mis en mouvement. Il a touché du doigt une Amérique incertaine et il en a ramené une envie plus grande encore, celle de repartir. On dit souvent que Sur la route est un livre improvisé. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Kerouac a pris des notes pendant des années. Il a tenté plusieurs versions du récit et on dit même qu'il a écrit une ébauche en français. Parce que oui, la famille de Kerouac était en fait originaire du Québec et il parlait le français comme première langue. Mais en 1951, il décide de reprendre tout son récit. Il s'enferme chez un ami à New York et pendant 3 semaines, il écrit sans s'arrêter, presque sans manger. Résultat, un rouleau de papier de plus de 36 mètres de long, tapé d'un seul jet. Et ce rouleau, c'est pas juste un coup de génie spontané. C'est une forme, une déclaration. Pas de paragraphe, pas de chapitre et presque pas de ponctuation. Juste un souffle. Un texte qui avance comme un morceau de jazz, sans pause, sans filet, avec des ruptures, des reprises, des envolées.
Kerouac voulait écrire comme on joue du bebop. Improvisé, mais avec une oreille, une rythmique, une urgence. Et cette idée, il l'appelait la prose spontanée, un style libre, nerveux, traversé de visions, d'élans mystiques, d'obsessions charnelles. Un style qui fascine certains et qui en irrite d'autres, et pas les moindres d'ailleurs. Un jour, un journaliste demande à Truman Capote, un autre grand écrivain américain, ce qu'il pense du livre « Sur la route ». Capote sourit et répond sec « That's not writing, that's typing ». En français, ce n'est pas écrire, c'est taper à la machine. Et les éditeurs, eux non plus, ne savent pas quoi faire de ce texte. Le rouleau sur lequel le texte est écrit circule, on le lit, on le rejette. Il est trop long, trop cru, trop inclassable. Il faudra 6 ans à Kerouac pour qu'un éditeur accepte enfin de le publier. Mais à une condition, édulcorée. On coupe les scènes trop érotiques, on atténue les scènes dans lesquelles on parle de drogue. On remplace les vrais noms par des pseudonymes. Donc le roman, oui, c'est un seul et unique jet. Mais il a quand même dû être corrigé et un peu gommé. Mais malgré toutes ces retouches, Sur la route reste un cri de jeunesse, de vitesse, de faim. C'est un livre qui tient pas en place, et comme ces personnages, il s'arrête jamais très longtemps au même endroit, ce qui nous mène à notre deuxième road trip. Un peu de temps a passé, Sal est rentré à New York. Il a repris un semblant de vie stable, ou du moins calme. Mais ça dure jamais bien longtemps, avec Dean dans les parages. Noël approche et Dean, justement, débarque comme un éclair. Il a quitté femme et enfant et il arrive avec Mary-Lou, sa nouvelle compagne, et un type à la dérive nommé Ed Dunkel. Le trio est déjà bancal et pourtant Dean a un plan. Faire la route jusqu'à San Francisco. Recommencer. Et Sal, bien sûr, embarque. Mais cette fois, c'est différent. La spontanéité du premier voyage a laissé sa place à une sorte de frénésie. Dean parle tout le temps, accélère tout le temps, veut tout vivre tout de suite. Et comme un symbole, pas de stop pour ce voyage-là, mais un trajet à bord d'une seule voiture. La liberté est là, l'improvisation aussi, mais on voit que c'est un petit peu différent. Le voyage est assez étrange, à l'exemple d'une demande de Dean assez surprenante, on va dire. Un jour, alors qu'il sent une certaine gêne chez ses partenaires de voyage, Dean va approcher Sal et lui poser à peu près cette question. « Dis Sal, t'aimerais pas coucher avec Mary-Lou pour briser un peu les tensions ?» C'est un peu décontenançant, tout comme en fait ce deuxième road trip. Tout est flou, tout va trop vite, personne ne s'y retrouve vraiment. Il roule vers le sud, direction la Louisiane. Et une fois arrivé à la Nouvelle-Orléans, il s'arrête chez Old Bull Lee. Dans le livre, c'est un ancien junkie, une sorte d'oracle cynique. Mais dans la vraie vie, c'est William S. Burroughs, l'un des écrivains les plus singuliers de son temps. Futur auteur d'un livre bien connu qui s'intitule « Le festin nu ». Et avec lui, on comprend que ce road trip est plus qu'une fuite ou qu'un caprice. C'est l'expression brute d'une génération en rupture, qui cherche un autre rythme. Le moment pour nous de faire une courte pause dans ce second road trip et de voir à qui on a réellement affaire. Parce qu'autour de Kerouac, il n'y a pas que Dean, il y a Allen Ginsberg, Carlo Marx dans le roman, Burroughs aussi, dont on vient de parler. Et il y en a d'autres encore, des poètes, des fous, des paumés, des allumés. Tous en quête d'un langage neuf. Personnages de fiction dans notre livre, mais ils ont tous un alter ego dans le monde réel. Ils se font appeler la Beat Generation. Et ce nom, c'est Kerouac lui-même qui l'utilise pour la première fois, en 1948, dans une conversation avec son ami Holmes. Ce dernier publiera d'ailleurs le tout premier roman Beat, avec le simple titre Go. Et il sera aussi l'auteur d'un article devenu manifeste dans le New York Times, This is the Beat Generation. Mais attention, beat, c'est pas juste un mot stylé, c'est un millefeuille de sens. Dans le jazz, c'est le tempo. Dans l'argot américain, beat down, c'est la fatigue, la claque, l'épuisement. Et pour Kerouac, il y a aussi béatifique, la lumière derrière la douleur. Et un autre sens qu'on attribue aussi à son origine francophone, c'est le mot béat. Voir les choses d'une manière simple, ne pas trop se prendre la tête. Être beat, en résumé, c'est toucher le fond et continuer quand même. C'est écrire sans filtre, avec la fièvre de ceux qui vivent à nu. La Beat Generation, c'est pas un courant littéraire, c'est une constellation. Elle démarre dans les couloirs de Columbia, éclate à San Francisco, s'écrit dans les carnets griffonnés, dans des diners ou sur des serviettes de bar. Elle devient publique un soir d'octobre 1955, à la Sixth Gallery.
Allen Ginsberg y lit Howl, un poème fiévreux sur l'homosexualité, la drogue et la folie. Un texte qui fait scandale et qui va même entraîner un procès pour obscénité. Un procès que Ginsberg va gagner. Une victoire pour eux au nom de la liberté d'expression. Et à partir de là, la Beat Generation prend feu. Elle scandalise l'Amérique puritaine. Elle annonce les hippies, la contestation, le refus de la guerre du Vietnam. Elle inspire Woodstock, Berkeley, le psychédélisme, mais tout en restant profondément littéraire. Howl, Sur la route, Le festin nu, 3 textes, totem, brut, incandescent, incontrôlable. Des livres qui disent haut, on peut vivre autrement, et surtout, on peut écrire autrement. Et tout ça, ça commence ici, sur cette route poussiéreuse, quelque part entre New York et le Mexique, avec Dean, Sal et ce besoin de vivre plus fort, même si ça fait mal. Kerouac ne voulait pas fonder un mouvement, il voulait juste mettre sa vie sur le papier. Mais ce faisant, il a capté l'âme d'une époque et il a allumé une mèche. Il y a une citation dans notre livre qui résume tout ça. « Les seuls gens vrais pour moi sont les fous. Ceux qui sont fous d'envie de vivre, fous d'envie de parler, d'être sauvés, fous de désir pour tout à la fois. Ceux qui ne bâillent jamais et qui ne disent jamais de banalité, mais qui brûlent comme des feux d'artifice extraordinaires, qui explosent comme des araignées dans les étoiles, et en leur centre, on peut voir la lueur bleue qui éclate, et tout le monde fait « Waouh !» Mais notre deuxième road trip n'est pas encore fini, alors on repart rejoindre Dean, Sal et Marilou. La maison dans laquelle ils logent est étrange, pleine de bruits sourds, de souvenirs mal rangés. C'est moite, lent, un peu inquiétant. Et pendant que certains s'enfoncent, Marilou, elle, s'efface doucement. Mais elle confie à Sal, Dean vous laissera tomber dès que ça l'arrange. Et elle a pas tort, parce que Dean continue. Il est déjà ailleurs, une autre ville, une autre femme, une autre obsession. Et Sal, lui, commence à fatiguer. Ils arrivent à San Francisco, ils errent dans les rues, dorment sur des bancs, parlent toute la nuit, mais ça tourne en rond et le vertige est là. Alors, Sal fait quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Il repart sans Dean. Il remonte dans un bus, retourne à New York, seul. Il coupe, il respire. Mais au fond, il le sait, Dean va revenir. Et cette fois, ce sera plus pour voir le pays, ce sera pour le quitter. Direction, le Mexique. De manière assez étonnante, cette fois, c'est Sal qui est d'abord pris par l'envie de partir. Alors il retourne sur la route, passe par Washington, Cincinnati, Saint-Louis et va finir par arriver à Denver. Il y rencontre Stan et ils vont décider de partir pour Mexico City. Et vous pouvez l'imaginer maintenant, la prédiction de Sal était correcte. Dean revient. Il a acheté une voiture et va embarquer les deux hommes pour leur prochaine destination, le Mexique. Ils vont traverser le continent une dernière fois, quitter les États-Unis comme on quitte un rêve qui a mal tourné. Dès le début du trajet, quelque chose est différent. C'est plus l'excitation, la promesse de l'inconnu. C'est une fatigue qui pèse, une tension qu'on n'arrive pas vraiment à nommer. Il fait chaud, très chaud. Les paysages défilent, magnifiques parfois, mais Sal reste en retrait. Il observe, il encaisse. Dean, lui, continue de parler, de s'agiter. Mais son feu vacille. On sent qu'il commence à se consumer lui-même. Une fois au Mexique, le ton change encore. Tout semble plus lent, plus flottant. Les rues sont poussiéreuses, les gens accueillants, les prix dérisoires. La police ferme les yeux sur presque tout. Pour Dean, c'est une bouffée d'oxygène. Il jubile. Mais Sal, lui, décroche peu à peu. Ils passent du temps dans un bordel, à Gregoria. Ils boivent du mezcal. Ils dansent, ils rient, mais l'illusion ne tient plus. Sal est ailleurs, et c'est son corps qui finit par le dire. Il tombe malade, une forte fièvre, des hallucinations, la dysenterie. Incapable de bouger. Et Dean, lui, s'en va. Il part comme il est venu, sans prévenir, sans s'expliquer. Il laisse Sal seul dans un pays étranger, malade, délirant presque, abandonné. Et à ce moment-là, c'est la cassure. Celle qu'on sentait venir depuis longtemps.
Sal finit par se rétablir, lentement. Il rentre à New York, seul cette fois. Et il y a quelque chose en lui qui a définitivement changé. Il va plus chercher à tout prix à reprendre la route, à courir après une liberté illusoire. Il retrouve une femme, Laura, et envisage enfin une forme de stabilité. Le personnage n'est pas vraiment décrit, et leur relation non plus d'ailleurs. Mais Sal envisage un futur avec elle, futur qui est également très peu décrit. En fait, ce qu'elle représente pour Sal, c'est un ancrage, un retour à lui-même. Mais comme toujours, Dean réapparaît. Mais c'est plus pareil. Il arrive trop tôt ou trop tard, peut-être. Sal ne le suit plus. Il ne le rejette pas non plus. Il n'y a pas de colère, juste une distance. Celle qui se crée qu'on a compris que quelqu'un ne changera pas et qu'il ne tient qu'à nous de ne plus le suivre. La dernière scène du livre, c'est Sal Paradise, seul, assis sur une jetée, regardant vers le New Jersey. Il pense à Dean, non pas pour espérer un nouveau départ, mais pour essayer de comprendre cette figure insaisissable, cette obsession qu'il a suivie pendant si longtemps. Dean Moriarty, c'est un personnage qu'on n'oublie pas, justement parce qu'il échappe à tout. Il n'a pas de but, pas de direction claire. Mais il avance quand même avec une énergie brute, impossible à canaliser. Il est partout à la fois, il brûle les étapes, les gens, les femmes, les villes. Et pendant longtemps, Sal le suit, comme on suit une étoile filante. Pas parce qu'elle est claire, non, mais parce qu'elle fascine. Mais au fil du récit, on sent que cette fascination s'effrite. Sal regarde Dean différemment. Il comprend qu'il ne pourra pas continuer éternellement à suivre quelqu'un qui ne sait même pas où il va. Et oui, il y a Dean, mais il y a aussi la route. Et c'est pas juste un décor, c'est pas juste là où on voyage. C'est presque un personnage à part entière. Elle est là, cette route, partout, droite, infinie, traversant des villes, des gens, des rêves. Elle absorbe tout, elle ne s'arrête jamais. Et surtout, elle ne promet rien. Et c'est peut-être ça, le cœur du livre. L'idée que le mouvement en soi ne suffit pas. Qu'il faut, à un moment donné, se demander pourquoi on avance. Et si Sur la route continue de marquer autant de lecteurs aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il raconte quelque chose de simple et de vrai. Le besoin de partir pour se trouver. Le besoin de fuir pour, un jour, s'arrêter. C'est un livre sur l'amitié, sur l'errance, sur ce que ça veut dire de vivre intensément, sans toujours savoir ce qu'on cherche. Quand il est publié en 1957, le roman fait l'effet d'une détonation. Le style d'abord, rapide, direct, sans filtre. Kerouac invente une manière d'écrire qui ressemble à la parole, qui épouse le rythme de la pensée, de l'improvisation et du jazz. Et puis aussi, il y a le fond. On n'avait encore jamais lu un roman qui racontait l'Amérique comme ça. Pas celle des banlieues tranquilles ou du rêve américain, mais celle des marginaux, des fêlés, des amoureux de la nuit. Et très vite, Sur la route devient un livre culte. Il influence des générations entières, des musiciens, des cinéastes, des écrivains. Il donne naissance à un imaginaire, à un mythe, celui du road trip, de la liberté, de la révolte douce contre le monde tel qu'il est. Et même si on sait aujourd'hui que tout ça n'était pas si romantique, que la route peut aussi abîmer, isoler, user, on comprend quand même pourquoi ce livre continue de parler à tant de monde. Parce qu'il raconte une quête qu'on a tous ou qu'on va tous mener un jour. Sur la route, c'est un livre qu'on lit pas comme les autres. On le referme pas avec des réponses, mais avec une sorte de vertige assez doux. Le sentiment d'avoir voyagé sans vraiment être arrivé quelque part. Et c'est peut-être ça, justement, le cœur du livre. C'est un roman sur l'amitié, sur le mouvement, sur les gens qu'on suit, et aussi sur ceux qu'on doit parfois apprendre à laisser derrière soi. Et si vous l'avez lu ou si vous allez le lire, j'espère qu'il vous accompagnera un moment, comme une musique qui reste en tête, ou comme un souvenir qu'on ne peut pas dater mais qu'on n'oublie pas. Et si cet épisode vous a plu, si vous aimez ce format ou si vous avez simplement envie d'aider le podcast à grandir, la meilleure chose à faire, c'est assez simple. Parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez une note, un commentaire, et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes. C'est ce qui permet à Brume Littéraire de continuer de toucher d'autres lecteurs, d'autres rêveurs. On a tous un Dean Moriarty quelque part. Et parfois, il suffit d'un livre pour s'en souvenir.